Salut, c'est Lourilag. Mon métier, c'est explorateur. Mon quotidien, c'est de relever des défis sportifs extrêmes dans les zones les plus reculées de la planète. Une manière pour moi de toujours repousser mes limites. Enfance chaotique, délinquance, prison, autant d'expériences de vie qui m'ont poussé à devenir explorateur. Toutes mes aventures m'ont forgé et m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. De mes expéditions dans les endroits les plus hostiles du globe, à mes aventures sentimentales, à ma vie de père, de fils, de frère. Je vous raconte tout dans le nouveau podcast Destin, signé Énergie. Dans l'épisode précédent, Lourilag nous dépeint son expérience de la prison et de l'addiction à la drogue qui s'est soldée par une première crise cardiaque. Dans cet épisode, il nous raconte comment il redécouvre la liberté en s'envolant pour la première fois direction les États-Unis. À la fin de la détention, je rencontre quelqu'un à Montpellier, Lorraine. C'est un des rares moments en fait de bonheur et de joie dans ma vie de cette époque-là. C'est une femme qui est extrêmement souriante déjà. On se rencontre en 2010 et c'est un moment qui est doux et qui me fait du bien. Et c'est une rencontre qui a changé ma vie. Puis je crois que très rapidement arrive le moment où je peux voyager. Et donc, je me retrouve à partir à l'autre bout du monde. Je me retrouve à vouloir acheter une montre chez un fabricant. Et à ce moment, il propose pour l'achat d'une montre un concours où tu as la possibilité de gagner un voyage. Je me retrouve à acheter cette montre, à participer à cette espèce de pseudo-concours où en fait c'est la roulette russe. Et je me rends compte que je suis sélectionné pour être un des gagnants et partir aux États-Unis. C'est un moment qui est assez particulier puisque moi j'y connais rien en voyage pour le coup. J'ai 25 ans. Je charge mon sac et j'ai dit à Lorraine, je pars. Je sais pas quand c'est que je vais rentrer et voilà. Et elle me dit ok, je comprends et elle me laisse partir. Je prends l'avion avec un sac de 25 kilos, des livres, un ordinateur, enfin un mec qui sait pas du tout ce que c'est un voyage en backpack, avec $500 en poche. Et puis je me dis, c'est la grande aventure. J'ai jamais pris l'avion, donc je me retrouve dans ces processus-là. Tout est grand, tout est fou. Et moi, je suis minuscule au milieu de tout ça. Et je suis vraiment ce petit gars qui n'y connaît rien au voyage, qui va non seulement faire un voyage, mais qui part aux États-Unis. Et donc, je me retrouve dans l'avion avec mes $500 en poche, en train de me dire « Super, je vais bouffer le monde, ça va être incroyable ». Je descends de l'avion avec mon sac, je prends un taxi pour aller dans un hôtel, $45 le taxi, $115 la nuit. Je fais « Ça va être court, ça va être très court ». Et là, je comprends de suite qu'en fait, je pourrais jamais tenir en ville. Donc, je ne reste pas en ville. Et c'est à partir de là que j'entame mon voyage à travers les États-Unis, pieds nus. À cette époque-là, marcher pieds nus, pour moi, c'était une sensation de liberté. C'était un petit peu ma seule manière, en fait, de me sentir libre. Je pars avec cette fière intention de continuer un peu ce schéma de liberté. Et je traverse un bout des États-Unis pieds nus, avec un time cap quand même de me dire je dois aller à Miami. Et en fait, à Miami, il y a Maud Larquier qui est là, qui est fille au père. Et moi, je suis déjà avec Lorraine et je me pointe et c'est une scène hors du temps. Je la retrouve, il faut savoir que Maud, en fait, j'ai toujours été persuadé que c'est la femme de ma vie. Donc, plein de fois, je suis allé la retrouver dans un autre pays pour lui dire que c'est la femme de ma vie. Et elle m'a toujours dit « Non, ce n'est pas le bon moment. Oui, je t'aime, mais moi, j'ai envie de profiter de la vie. » Et je la retrouve dans un hôtel où elle est. À Miami, c'est terrible, mais je fais les poubelles et tout. J'en suis là, je rentre dans l'hôtel, pieds nus, un hôtel de luxe, et je dis « Je cherche Maud Larquier. » Je parle anglais, laisse tomber. J'ai pas le brevet des collèges. Donc français, c'est pas non plus là où je suis déjà très bon, mais alors anglais, je suis vraiment nul. Elle comprend. Elle me dit, je vais appeler, mais elle a pas l'air là. Je dis, je vais attendre. J'attends, je crois, 1 heure, 2 heures. Et là, Maud Larquier descend. Une scène incroyable. Je crois que je l'avais pas revue depuis Cheverus, le collège de notre enfance, où ça s'était pas super bien terminé en plus. Donc, quand on se retrouve nez à nez, on a nos yeux d'adolescents qui pétillent. C'est une folie. Et on va dans un restaurant. Et là, je suis arrivé un peu armé. J'ai écrit une lettre. Donc, j'écris une lettre et je lui donne.
et j'attends sa réaction. Et là, c'est fou, quoi. J'avais déjà en quelque sorte accepté que Maud ne fasse plus partie de ma vie et j'avais déjà rencontré quelqu'un d'autre et je lui mens pas, je lui dis la vérité. Et elle me dit une énième fois, non, c'est pas le bon moment. Et je me retrouve à continuer mon voyage et à traverser les États-Unis pieds nus pendant presque 4 mois, à faire des rencontres improbables. Et c'est le début, en fait, de l'aventure, puisque je me perds dans les Everglades pendant 12 jours. Je me rappelle encore des scènes où je suis en plein dans les marécages, en train de hurler, jeter mes livres et tout, que mes parents, que mes frères m'ont fait prendre pour que je sois en lien avec eux et tout. Je passe 12 jours pratiquement à pas manger, à vraiment de la survie pure et dure, avant d'être recueilli par quelqu'un. Et en fait, tout mon voyage a été articulé que de moments épiques comme ça. Et en fait, le voyage que j'avais imaginé en backpack s'est transformé en mini-expédition tout du long. Et je le savais pas encore. En Californie, je suis hébergé par la mère, mon meilleur ami, et puis je travaille dans un camping et tout. Et donc, je décide d'aller au Grand Canyon. Parce que, apparemment, c'est un truc de ouf. Puis je me pointe au Grand Canyon, puis j'y connais encore rien du tout. Moi, je comprends pas que c'est un parc, qu'il faut un ticket, qu'il faut... Voilà, donc je me pointe en haut du Grand Canyon, et puis je me dis, waouh, c'est une dinguerie, c'est hyper beau. C'est des fissures dans la terre qui doivent faire, je sais pas, des centaines de mètres, donc c'est super impressionnant. J'ai un peu cet appel du vide, qui me donne envie d'aller voir dans les entrailles de la terre. Et puis, je prends un sac à dos que j'avais dans la voiture avec laquelle je suis venu et tout, une barre de céréales, une couverture de survie, enfin 2-3 bricoles. Je descends un petit peu faire une rando. Je sais pas vraiment comment ça se passe, mais je comprends très rapidement en fait que je suis beaucoup descendu et je sais pas, j'étais un peu pris d'une envie frénétique de vouloir descendre. Et quand le coucher du soleil arrive, je me rends compte que je suis trop descendu et que j'aurai pas le temps de remonter. Je commence à avoir des petites crampes, ça fait déjà 4-5 heures que je suis en rando, que je descends pour aller au fin fond des entrailles du Grand Canyon. Et en fait, je vois un panneau qui explique qu'il y a un petit village qui s'appelle Indian Village où tu peux camper. Et puis quand j'arrive là-bas et tout, le mec me dit vous avez votre ticket ? Et je dis quel ticket ? On est perdu là, il y a rien là. Et je veux dire, il me dit il fallait prendre un ticket pour pouvoir dormir à Indian Village. Donc vous pouvez pas rester là. Je fais OK. Bon. Très bien, donc du coup je me casse. J'essaye quand même de rester pas loin, mais je vois qu'il met des grands coups de lampe comme ça et tout. Et je me dis OK, le mec il est un peu strict, donc je m'écarte un petit peu. Et je vais au bord de Colorado River. Colorado River, pour qu'on s'imagine, c'est pas une rivière. C'est un torrent qui doit faire 80 ou 100 mètres de large, qui est énorme, avec une puissance démentielle. Et sur les bords de rive, c'est sec et c'est aride. Et on est vraiment au creux du Grand Canyon. Donc en fait, les falaises font 150 mètres de haut, 200 mètres de haut, 300 mètres de haut. C'est hyper impressionnant. Et moi, je me cale au bord de Colorado River. Et je sors ma petite couverture de survie et je me dis, je vais me foutre là, tranquille, personne ne va me faire chier. Et puis, je vais passer la nuit, puis on verra demain. Et là, d'un coup, il se met à pleuvoir. Et je me suis rappelé un truc qu'on m'a donné comme conseil avant que je parte. Surtout, ne pas rester au bord du fleuve s'il commence à pleuvoir. Parce qu'en fait, le fleuve sort de son lit avec la montée des eaux et ratisse littéralement tout sur son passage. Je repack ma couverture de survie, ma frontale, mon machin, et je m'écarte un petit peu de la rive. Je déballe, je me remets là et je me dis putain, je suis vachement bien là. Il faisait nuit noire, mais avec des étoiles. C'était assez spécial. Puis d'un coup, la pluie s'arrête. Je commence à m'allonger un petit peu dehors. Et je m'endors. Et 10 minutes plus tard, je sens une piqûre sur mon épaule gauche. Une piqûre très différente de ce que j'ai l'habitude de connaître. Instinctivement, avec ma main droite, j'attrape où je vais chercher quelque chose, l'insecte ou quoi que ce soit qui est là, sur mon épaule, et je me refais piquer sur le doigt. Là, au bout de 10 secondes, je comprends qu'il y a un problème. Je sens une douleur, mais vraiment affreuse. Je mets un coup de frontal, et là, descente aux enfers. Un scorpion. Instinctivement, je tue le scorpion, et je me dis, ma vie est comptée. Alors c'est très drôle parce que
ma vie défile, vraiment. En 30 secondes, je pense à toutes les conneries que j'ai faites, au fait que je me retrouve ici et que je vais mourir comme un con tout seul en bord de rivière et qu'on n'entendra jamais parler de moi et qu'on va retrouver mon corps dans 3 jours, puisque ça va être le cas. Et au bout de ces 10 secondes de descente aux enfers, mon instinct de survie reprend le dessus. Je commence à regarder mon doigt, je prends mon couteau, je vais me couper le doigt. Je regarde mon épaule, je dis ça va être un peu plus compliqué. Je commence à me pisser dessus, je commence à user de toutes les techniques de survie que je connais. Je récupère le scorpion mort et je me dis il faut que j'aille au village trouver le Jaco qui était là. Et là je hurle et je marche tout doucement. J'ai peur en fait d'augmenter mon rythme cardiaque et qu'en fait le venin se dissipe sous-cutané et qu'en fait je meurs d'une paralysie. Et à cette époque-là en plus ce qui est terrible c'est que je ne connais pas le code couleur des scorpions. Jaune, marron, noir et je sais pas lequel tue et lequel ne tue pas. Donc moi je pense vraiment que je vais mourir dans 1 minute. C'est un sentiment. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. D'imaginer que dans 1 minute, tu vas mourir parce que tu es condamné, c'est atroce. Mais vraiment, c'est une des pires sensations de ma vie. Mais je me dis qu'il ne tente rien à rien. Et donc du coup, je commence à marcher pour aller trouver le mec avec sa lampe et de me dire, il va bien m'aider. Je hurle, je crie, il se passe rien. Personne. Je vois des tentes, je gueule. J'arrive pas à parler anglais. 2 Italiens me répondent, machin, truc, démerde-toi. Enfin bref, une galère pas possible. Et à un moment donné, au loin, je vois une espèce de lumière et je vois marqué Emergency Phone. J'y vais, je m'approche, je pète le scellé, je suis à 2000, j'ai mon cœur qui va s'arrêter, je décroche et j'essaye de trouver en anglais les sensations déjà que j'ai et tout pour pouvoir les expliquer à la femme. Et là, il y a une scène coupée du temps. Hello. Et moi je lui dis hello, the scorpion pick me. Je commence à parler avec mon anglais scandaleux et tout, et je lui dis je vais mourir, je vais mourir. Et elle me dit ok, alright, calm down, ok, which color is the scorpion? Et je dis quoi? Qu'est-ce qu'elle veut avec et moi je comprends pas bien, tu vois. Je me dis, est-ce qu'elle comprend bien que je suis en train de mourir là? Est-ce qu'elle comprend bien que je vais mourir dans 1 minute? Et elle me repose la question. De quelle couleur est le scorpion? Et je lui dis, et je connais pas la couleur de marron. Je sais pas comment on dit marron. Et je dis, marron? Mais je savais dire, pas black, pas white. Donc ça marchait. Je dis, c'est celui qui reste. Et elle me dit, ok, you're safe. Bye. Tac. Et elle raccroche. Moi, je crois que c'est un canular, en fait. Je me dis, il y a une caméra cachée, en fait, il se passe quelque chose. Je rappelle. Je dis, je pense que vous avez pas bien compris. Je vais mourir tout seul devant l'emergency phone. Et elle me dit, non. Le scorpion marron, en gros, n'est pas mortel. Et je me dis, ok. Et je raccroche. Et là, je me dis, imagine, elle a pas bien compris ce que je lui ai dit. Je vais mourir comme un con devant le téléphone parce qu'elle a pas bien compris que en fait c'était le marron. Et je rappelle, je reprends le téléphone. Je dis bon, vous avez bien compris et tout. Et là, elle comprend que je suis en panique de ouf. Elle comprend que je suis au bout de ma vie. Et donc elle me dit, je vous envoie l'hélico. Je suis là, putain, sauvé. Et au moment de raccrocher, je me rappelle un mec que j'avais rencontré à Miami, qui avait tapé dans un poteau en soirée, qui s'était pété 3 phalanges, 800 balles. Je me suis dit, mais s'il vient, c'est fini, je suis endetté à vie. Parce que 800 balles pour 3 phalanges, l'hélicoptère, au milieu du Grand Canyon, à mon avis, c'est la douloureuse. Au moment de raccrocher, je lui dis, mais vous êtes sûr que je vais pas mourir? Et elle me dit, oui, je suis sûr que vous allez pas mourir. Je dis, annulez l'hélico. Je raccroche. Et là, je me dis, j'attends de voir ce qui se passe. Je me mets un petit réveil et toutes les 10 minutes, je commence à me piquer avec mon couteau pour savoir si j'ai encore de la sensation. Puis à un moment donné, j'ai plus de sensation, je me pique avec le couteau, je sens plus rien. J'ai des fourmillements et là, je suis pris d'une énorme crise pas de panique, mais il faut que je fasse quelque chose. Et je prends une décision de partir en pleine nuit et de remonter, de faire chemin en retour. Évidemment, pire décision, puisque je le sais pas encore, mais le venin en fait du scorpion va me créer une atrophie des muscles, mélangée
au fait que je m'hydrate très peu. Et au lieu de rentrer en 5 heures ou 6 heures ou 7 heures, je mets littéralement 18 heures à rentrer. Et en fait, se passe le moment où le jour se lève, je monte, il fait pas chaud, et puis au fur et à mesure, je monte le Grand Canyon, c'est des espèces de grands plateaux, et tu montes toujours avec la même jambe. Je commence à avoir des crampes, mais affreuses. Je me mets à l'intérieur, côté roche, pour pas tomber. Je commence à me déchirer mon t-shirt, à me faire des garrots à tous les muscles et tout. Je peux plus marcher, je suis au bout de ma vie, j'ai pas d'eau. Et finalement, je vais mourir de déshydratation et potentiellement d'une atrophie des muscles due au venin en plein milieu des falaises. Et le problème, en fait, c'est que tous les touristes qui viennent en haut pour aller voir un petit peu le Grand Canyon, ils font juste 100 mètres ou 200 mètres pour faire quelques photos et tout, mais personne descend faire la rando. Et donc, je me retrouve vraiment tout seul, jusqu'à qu'il y ait un couple avec un enfant qui me voit à un moment donné, qui me file une bouteille d'eau et puis qui me donne juste la force nécessaire de remonter sur le plateau. Et là, en arrivant tout en haut, je me rends compte qu'en fait, cette arrivée-là, c'est l'arrivée de la rando, mais que mon véhicule est à 15 km en décalé. Je prends un bus, je suis au bout de ma vie, j'arrive à gratter une barre de céréales et tout. Je récupère mon téléphone, je mets de la batterie dans la voiture et tout, j'appelle la personne chez qui j'étais à Huntington Beach et elle me dit « Ok, faut que tu ailles à l'hôpital à Phoenix ». Et là, ce qui est assez fou, c'est que j'ai une paralysie partielle, donc je sens plus du tout mon bras ni ma main et je roule 4 heures d'affilée avec une double paralysie dans une voiture automatique pour aller à l'hôpital de Phoenix, où je suis de suite pris en charge. J'explique ce qui s'est passé. Une amie de la personne chez qui j'étais vient me voir. Il me donne un antipoison et j'échappe de justesse à la paralysie à vie. Et je sors de l'hôpital, fauteuil roulant, avec des atrophies des muscles sur les jambes, puisque du coup, ça a créé des dysfonctionnements très 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 forts sur mon corps. Et c'est plus ou moins comme ça que l'épisode des États-Unis se clôture. C'est pas vraiment une aventure comme celle-là qui allait m'arrêter. C'était même presque que le début des mésaventures ou de ce côté extrême qui allait suivre dans ce long voyage, parce que le voyage a duré presque 9 mois. Puis je pars au Panama et puis je finis en Colombie. Et mon père m'appelle. Puis il me dit fils, je sais pas si tu es au courant, mais avant de partir, on a pris des engagements. Tu t'es inscrit dans cette école de cinéma que tu voulais t'en faire et tout. Et donc en septembre, c'est la rentrée, il faut que tu rentres. Ok, donc c'était le cas. Je m'étais inscrit dans une école de cinéma à Paris, Acting International, pour apprendre le métier d'acteur. C'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis ma tendre enfance. Et mon père me paye le billet pour que je rentre à Paris. Et moi, je débarque avec mon sac à dos, pieds nus, en plein Paris. Et puis, je me rends compte juste que j'ai changé d'écosystème, mais que par contre, je suis dans la même dimension de voyage, dans la même dimension de survie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destin. Destin est un podcast énergie imaginé par Pauline Borgia et Sarah Conan. À la production et à l'écriture, Valentine Audanque et Anaïs Kopman. Cet épisode a été réalisé par Cédric Ledoré. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et bien sûr, rendez-vous sur le site et l'application Énergie rubrique podcast. À très vite pour un nouvel épisode.